d'être avec nous pour cette deuxième journée de HR Technologies édition 2026. Je vous le disais, on va vivre des moments qui seront forts, inspirants évidemment, que ce soit quand vous allez arpenter les allées à la rencontre de tous les exposants qui vous apportent les solutions, les outils, les innovations technologiques et qui vous accompagnent dans votre quotidien de la fonction RH. Je voudrais saluer tous nos sponsors et partenaires. Déjà, coup de chapeau à Lucas, à Pay et RH Solutions, à Septéo HR et à YIP. Ce sont nos partenaires Platinum. Merci également à notre sponsor Executive Club, First Group, à notre sponsor Learning Expedition, parce qu'il y a aussi, outre les tables rondes, outre les keynotes, des Learning Expedition, ça c'est I2O at Work, et puis nos partenaires Gold, vous voyez leur logo derrière moi, Cegid, Edenred, Factorial, Korn Ferry, NeoBrain, NeoCase, Pebble, Performance, SD-Works, SkillUp, Talentia, Talent, Top Employer Institute et UKG. Alors, ce matin, on fera un focus, après l'intervention de Majda, sur les data, sur les compétences à l'heure de l'IA, sur les sujets d'engagement aussi, on va en parler avec Majda, et d'absentéisme. Et puis cet après-midi, on abordera des sujets comme la santé mentale, le recrutement, l'expérience candidat. Et puis, je vous l'ai dit, la saga étincelante d'un parcours hors norme, j'ai nommé Yannick Noah, qui sera là tout à l'heure à 17h. On va accueillir donc Majda Vincent, qui est la DRH Monde d'Adecco. C'est avec une femme engagée, parce qu'elle l'est, que je vous propose donc de débuter cette deuxième journée de HR Technologies. Parcours remarquable, une expérience dans divers secteurs d'activité. Et ce sont les défis liés aux enjeux stratégiques du management et des transformations qui l'ont toujours animée et guidée. Elle aime porter haut la voix de l'humain. Elle a même créé le podcast que je vous conseille, Hors cadre RH, à l'écoute de toutes les voix. Voilà, et vous allez voir, il y a des tips et des retours d'expérience et puis l'engagement de Majda que vous retrouvez à travers ce podcast. Femme engagée, mais aussi au plus près du terrain. Figurez-vous qu'avant de piloter les ressources humaines d'IKEA, elle a dirigé le magasin de Dijon, voilà, de la célèbre marque suédoise. Alors, nul doute qu'elle va casser la baraque ce matin et que moi, je n'aurai pas besoin de meubler. Je vous demande d'accueillir Majda Vincent. Merci Majda d'être avec nous, vous l'applaudissez. Bienvenue à toi Majda, merci d'être avec nous et de partager tes convictions et ce qui t'anime. Je voudrais qu'on commence avec un petit décryptage de comment tu vois le monde aujourd'hui. On parlait d'incertitude, on parlait de soubresauts, l'état du monde et la situation actuelle. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Déjà, je suis ravie d'être avec vous. Merci pour la petite introduction. Alors, déjà, je ne vais pas commenter l'actualité politique ou du contexte, mais peut-être dire ce qu'on sait déjà. C'est qu'on vit dans un monde incertain, clairement. Ça continue et on le connaît depuis cette période, on la connaît depuis le Covid. Ouais. Et en fait, ça vient confirmer qu'on ne sait pas, qu'on ne saura pas et qu'il faut qu'on fasse preuve d'humilité au quotidien. Mais ce que je ressens, parce qu'il ne suffit pas de penser, d'imaginer ou de décrypter, même si on essaye de décrypter, bien entendu, c'est de ressentir un petit peu ces signaux et de voir ce que ça peut vouloir dire en tant que leader. Alors bien sûr, il y a le leader, puis après, il y a l'aspect RH. Et je dirais que le contexte dans lequel on vit, c'est l'incertitude qui est la donnée permanente. C'est finalement ne pas savoir. Et cela veut dire que pour les managers, les leaders, mais ça leur demande d'être encore plus exigeants avec eux-mêmes dans la relation, dans la qualité de présence, dans la présence avec les personnes, et puis de créer un environnement le plus sécurisant possible pour que les personnes, eh bien, elles se sentent elles-mêmes, pouvoir être elles-mêmes avant tout, qu'elles puissent être en sécurité pour pouvoir exprimer leurs talents, pour pouvoir apprendre et faire face justement à toute l'incertitude qu'elles ont au quotidien. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, hein. C'est-à-dire qu'il faut créer une espèce de safe zone, ouais. et le sens est clé dans l'histoire. Ouais. Alors, le sens est clé et moi, j'aime bien cette safe zone. C'est vrai, en fait, avec tout ce que l'on vit autour, l'entreprise, elle permet cette safe zone, elle permet à chacun d'être dans ce qui le rend unique ou ce qui la rend unique. Et elle lui permet justement d'être dans une forme de protection. Et c'est là où le rôle RH est clé parce qu'il y a les leaders et puis il y a ce que les RH vont
permettre et d'être là où on ne les attend pas aussi, parce que c'est souvent ce que je dis à mes équipes, et je vois qu'il y a une personne, en tout cas 2 personnes avec qui j'ai travaillé qui sont là, et en tout cas à qui j'ai essayé de transmettre cela, parce qu'aujourd'hui, ce qui va faire la différence dans les leaderships RH, c'est de ne pas être en réactif et du coup de mettre des choses en place suite à des dégradations de conditions de travail ou liées à des risques psychosociaux. C'est ce qu'on va mettre en amont des changements, en amont des situations pour absorber ce que j'appelle cette charge ou plutôt cette casse émotionnelle, parce qu'en réalité, il y a une fatigue de tous les éléments, vraiment ça vient de partout. Eh bien, le rôle RH va être là. Tu veux dire par là, pardon de te couper Majda, que le positionnement des RH est un peu un tournant? Il est un tournant. Et encore une fois, je le dis avec beaucoup d'humilité parce qu'il y a ce que l'on peut faire et ce que l'environnement et la culture d'entreprise permet. Donc il y a certains RH qui aimeraient bien faire certaines choses. Il y en a d'autres qui osent et qui bousculent les lignes. Et c'est là où j'invite les RH, et je m'efforce aussi régulièrement, à challenger et justement avoir ce pas d'avance et ne pas attendre qu'on nous sollicite. On ne peut pas être des SAV. En fait, on doit être en amont, on doit challenger, créer les conditions pour que le bien-être soit vraiment au centre. Ne pas être en SAV, oui c'est ça, ne pas être la fonction support classique, voilà, sorte de pompier de service. Exactement. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Majda, c'est la capacité à se projeter, à anticiper. Et chez Sodexo, je voudrais qu'on revienne avant de parler. Alors, j'apprécie d'autant que tu sois avec nous aujourd'hui, alors que tu es en prise de poste chez Adecco. C'est une aventure qui vient de commencer il y a quelques semaines. Je voudrais qu'on revienne sur ce que tu as fait chez Sodexo, qui est très marquant pour vous. Tu disais, on est dans un environnement incertain. Cette incertitude, maintenant, c'est la norme, j'allais dire. Tu as monté une démarche prospective. Raconte-moi. Merci, effectivement, de me le rappeler. J'ai initié avec mes équipes, et quand je dis eux, parce que c'est vrai que j'aime bien apporter des choses pas nouvelles, mais en tout cas qui ont du sens pour mes équipes. Et c'est vrai que les fonctions RH, et surtout quand on est dans les métiers de service, on gère ce que j'appelle les cailloux dans les chaussures, on gère les problèmes d'hier, ceux de demain, les irritants. Et en réalité, quand on a un petit pas d'avance, quand on sait ce qui peut éventuellement se passer, alors, on n'a pas la boule de cristal et l'objectif, c'est pas de prédire, hein, et d'ailleurs, on ne peut pas. Mais quand on imagine quelques scénarios possibles, alors je trouve qu'on limite un petit peu le choc et ça permet de mieux accompagner. Et c'est vrai qu'avec mes équipes RH à l'époque, il y a 3 ans maintenant, on a initié une démarche de prospective RH où on s'est fait accompagner. J'ai permis d'encapaciter, c'était le terme, et d'équiper sur les signaux faibles. C'était creuser profond, voire large, essayer d'avoir une perspective et puis de se dire au regard des enjeux démographiques, au regard des enjeux politiques, au regard des enjeux technologiques, ce que ça veut dire en termes de conditions de travail, de bien-être au travail, de formation, qu'est-ce que l'on peut mettre en place. Et quand on a des éléments, en tout cas, que l'on peut mettre en place, ça permet de donner une perspective. C'est ça, hein. Exactement. Et c'est vrai que je me souviens à l'époque, mes équipes m'ont dit oui, c'est encore un truc de plus, mais ça a été tellement enrichissant pour nous tous. Et moi, j'ai appris des choses. Et puis, quelquefois, ça nous avait bien aidé pour absorber un événement ou quelque chose qui venait. Et même d'un point de vue émotionnel, ça les a équipés. Cette prise de recul, ce petit pas de côté qui fait que j'ai une vision plus globale. Et ce qui a été très enrichissant, c'est que finalement, ça fait prendre un peu de hauteur et de se dire j'accompagne aussi différemment et pas que traiter les cailloux dans les chaussures. Et peut-être qu'il y a moins de cailloux dans les chaussures par la suite. Ça veut dire aussi qu'il y a quelque part des repères dans l'organisation, hein, parce que souvent on dit qu'elles sont fragiles. Oui. Et effectivement, je dis souvent que le problème, c'est pas forcément le changement, parce qu'on a tendance à dire le changement, ça fatigue, mais pour moi, c'est le manque de repères, c'est le manque de visibilité et les conditions même que l'on peut créer pour absorber ces chocs ou en tout cas ces changements qui peuvent perturber, parce que comme je disais, la donnée constante aujourd'hui, c'est le changement. La donnée constante, c'est l'incertitude. Donc, c'est comment on navigue là-dedans. Ce que je dis souvent, c'est il y a le brouillard, on met les anti-brouillards, on ne sait pas tout, on fait comme on peut. Et puis, on aurait pu faire différemment, mais au moins, en tout cas, on se dit qu'on a fait le maximum pour absorber ces incertitudes ou en tout cas pour
prendre aussi du recul parce qu'on sait que la fonction RH, elle est au cœur de tous ces changements. On ne le perçoit pas tout le temps parce que, comme je dis souvent, quand ça ne marche pas, c'est la faute de la fonction RH. Et puis quand ça marche super bien, on ne vient pas vous le dire. Bon, si on ne vient pas vous le dire, c'est qu'en même temps, tout roule, donc tant mieux. Et que les leaders nous ont vus comme des partenaires incontournables. Ça me rappelle quand j'animais des émissions musicales dans les radios, on disait toujours, voilà, si ça marche bien, c'est grâce à la musique, et si ça marche pas, c'est à cause des présentateurs. Non, mais vous vivez ça aussi, hein, quelque part. Majda, je voudrais qu'on parle. Alors, je disais, hein, tu viens de commencer chez Adecco. Adecco, et on ne peut plus en phase avec les attentes d'aujourd'hui, avec ce contexte justement. Et tu as peut-être quelques chiffres déjà un peu sur. Alors oui, Adecco, j'ai rejoint le groupe bientôt, ça va faire bientôt 2 mois, donc je ne vais pas trop pouvoir vous parler de l'entreprise, mais c'est une entreprise fantastique, je suis vraiment ravie. Donc c'est plus de 60 pays pour Adecco, et ce qui a fait que j'ai rejoint ce groupe, c'est fantastique, c'est qu'on permet à plus de 650 000 personnes l'accès à l'emploi par jour dans le monde. C'est plus de 750 000 personnes à qui on permet l'accès à la formation et au coaching. Alors, dans un contexte où il y a des challenges dans les trajectoires professionnelles, dans le futur du travail lui-même, bien sûr, dans les compétences aussi, et dans la structure même de l'emploi, c'est un vrai laboratoire. Donc moi, je suis dans un laboratoire du travail. On n'a pas d'avance parce qu'on sait ce qui se passe aussi chez nos clients. Donc c'est plus de 100 000 clients dans le monde aussi. Donc c'est fabuleux. Et puis moi qui suis, tu me connais un petit peu, j'ai envie à ma manière de contribuer à faire, en tout cas un petit peu améliorer la vie des personnes un peu plus vulnérables. Eh bien, ça donne du sens encore plus à ce que je fais, de me dire que je contribue à ce que des personnes puissent changer de métier, puissent apprendre autre chose, parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est définitivement les changements de trajectoire, apprendre à apprendre, apprendre à désapprendre et apprendre de nouvelles choses. Donc en fait, je suis comme une enfant dans une grande salle où il y a plein de jeux, de jouets, j'en sais rien si je pourrais dire ça comme ça. Comme d'habitude, hein. Mais en tout cas, oui, je prends du plaisir déjà à comprendre parce que je suis aussi une impatiente, donc j'ai amélioré encore plus ma qualité d'écoute et de ralentissement. Alors, il y en a qui rigolent parce que ce n'est pas ma qualité première. Non, mais en tout cas, voilà. Sais, et puis j'apprécie que tu prennes ce temps de pause avec nous. Tu étais aux États-Unis, tu viens de rentrer, ouais. Tu dois partir après. Donc, vraiment, pour nous, c'est un privilège. Il y a quelque chose qui t'anime aussi. Moi, je te connais, tu rayonnes et vous le voyez. Elle rayonne et elle aime ce qu'elle fait. Elle est comme vous, passionnée. Et puis, on est dans les métiers de service. Ouais. Donc, c'est l'attention à l'autre. C'est essentiel, l'attention à l'autre. Donc, ce qui va être aussi une concentration de ma part. Hein. Tu reçois ce soir un sportif de haut niveau. Eh bien, nous, leaders d'entreprise, on est des sportifs de haut niveau. Donc, on doit se préparer, on doit s'échauffer, on doit avoir ces temps de prise de recul. Et donc, c'est vrai que là, ce qui va être essentiel pour moi, mais aussi mes équipes, c'est d'écouter, c'est de préparer et puis c'est d'être en amont des transformations. Et donc, c'est d'être à côté, avant, de montrer notre leadership et nos compétences pour éviter encore une fois de faire du SAV ou d'être a posteriori. Et là, mon enjeu majeur, et je pense que les personnes qui sont en RH le savent, c'est que souvent on vient nous voir en se disant « ça y est, on a défini ». Ben non, il faut qu'on dessine les trajectoires opérationnelles, le design du travail en amont pour qu'on puisse faire le chemin. Et pour moi, le business est un élément essentiel. Et je le dis souvent, on doit être vraiment HR Business Booster. On doit booster, être en driving seat, désolé pour les anglicismes, mais on doit vraiment être des copilotes. Et ça ne veut pas dire qu'on fera le job du business, pas du tout. On va réfléchir, penser, questionner. Et je peux vous dire que dans le cadre du changement, c'est ce qui fait que les changements, les transformations pourront mieux fonctionner parce qu'il n'y a pas de perfection. Hein. Alors, Majda, tu as dit quelque chose de très important. Tu as une carrière internationale, donc maintenant chez Adecco. Tu as parlé de design du travail. En quoi c'est un levier stratégique pour la communauté RH parce que c'est un point qui est vraiment clé et qui te tient à cœur. Oui.
Alors le design du travail, c'est quelque chose que je n'avais pas encore nommé comme cela. Et avec mes expériences, puisque tu as nommé effectivement, j'ai travaillé chez Ikea plus de 20 ans, donc dans les opérations, mais aussi au niveau RH. Ça m'a beaucoup appris dans les métiers du service, que ce soit ISS et Sodexo, où je suis restée quand même presque 5 ans. Eh bien, ça nourrit, voilà, il y a l'éprouvé qui est là. Et pour moi, le design du travail, en fait, il est stratégique. Pourquoi il est stratégique ? Parce qu'il conditionne directement l'autonomie, la charge cognitive et la capacité à prendre des décisions. C'est vraiment à ce centre-là, à ce niveau-là que ça se passe. Et aussi, c'est là où aussi les équipes, elles peuvent apprendre, elles peuvent évoluer et elles peuvent faire face à cette incertitude dont on a parlé. S'adapter en fait. Et à s'adapter. Et du coup, pour moi, le design du travail, il est à l'intersection même du business, des compétences et de l'humain. Donc c'est quand même assez précieux. Et si on ne prend pas en compte le design du travail, alors on loupe quelque chose dans la transformation. Parce qu'on a toujours tendance à dire, la transfo, elle se fait grâce aux outils, grâce au processus, bien sûr. Mais si on oublie cette phase-là, eh bien, je peux vous dire que la performance, elle ne sera pas durable. Elle sera partielle, court terme. Quand on prend en compte les conditions mêmes, et c'est un peu ce qu'on va évoquer juste après sur le travail réel, que je regarde souvent de par mon expérience, mais je ne vous parle pas que des entreprises où j'ai été, parce que tu parlais de mon profil, mais j'aime bien discuter. Là, j'ai été à des kick-off monde. Je me mettais au fond, au milieu, j'écoutais. Voilà, dans le train, nourrissais en fait. Voilà, et pas que dans mon entreprise, mais les autres entreprises, qu'est-ce qu'elles disent, qu'est-ce qu'elles vivent, les managers, une personne qui tient une caisse, une personne qui gère un pressing, et c'est d'écouter tout ce qui est informel. Voilà. Alors, tu parles de travail réel, et tu en parles dans ton blog d'ailleurs, de ce travail réel qui est devenu central dans ta réflexion. Alors, quid de ce travail réel et qu'est-ce qu'il apporte à l'organisation en fait ? Alors, déjà, le travail réel, il dit vraiment les choses puisque c'est ce qui permet à une organisation, une entreprise de fonctionner. C'est très clairement ça, c'est au quotidien. Et le travail prescrit, qui est entre guillemets l'écart avec le travail réel, il est structurel. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Il est clairement là pour permettre un fonctionnement d'une équipe, des personnes, à des équipes de pouvoir prendre des décisions, à des équipes de pouvoir ajuster et à des équipes qui vont coordonner et des fois corriger sans le processus parce qu'elles savent comment ça fonctionne. Et ce que j'ai aussi découvert à travers des échanges, c'est que, et d'ailleurs dans les transformations, c'est ce qui fait que ça ne marche pas, c'est quand on n'a pas pris en compte cette partie-là. Cet écart en fait. Cet écart, qu'on appelle la partie structurelle de ce que j'appelle le travail réel. Et c'est pour ça que dans une transformation, j'invite toujours, et c'est pas simple, je me mets avec tous mes pairs ici, on a du mal à convaincre les opérationnels et dirigeants de dire il faut en amont penser à impliquer les personnes, parce qu'on pense là-haut en fait qu'on sait tout, on l'a déjà lu, il faut faire comme ça, voilà. C'est sûr que ça va plus vite. Mais on peut refaire à un moment donné tout un processus, 6 mois, on peut perdre 6 mois, on peut perdre 12 mois, parce que finalement, on a eu de la résistance. Et la résistance, elle vient d'où ? Elle vient tout simplement parce qu'on n'a pas impliqué les personnes qui savent comment ça fonctionne réellement, qui corrigent les écarts à un moment donné, qui font tout simplement qu'un service, qu'une entreprise fonctionne. Et pour moi, impliquer les équipes est clé, parce que, et je l'ai encore entendu récemment, c'est de la co-construction, c'est de la co-construction. Mais c'est surtout que les équipes sur site, et quel que soit le niveau, que ce soit sur des chaînes de logistique, des chaînes dans l'industrie, ou même sur des cols blancs, sur un poste de travail, puisque l'IA s'invite quand même sur le poste de travail, si on oublie certains processus, même administratifs, eh bien on peut se louper et la performance, elle ne sera pas durable. Et ce que j'ai envie d'inviter aussi, enfin en tout cas c'est ce que moi je vais m'efforcer aussi à dire et être là en amont, c'est que si à un moment donné, on ne les implique pas, on n'a pas en tête ce qui est informel. Parce qu'il y a une connaissance et une compétence assez incroyable des équipes qui ne sont pas écrits dans les fameux Target Operating Model, dans les fameux processus, ça doit parler quand on fait une transfo,
eh bien l'informel, il n'y a que les équipes qui vont le savoir. Et j'ai entendu récemment une personne qui a dit « Ah mais ouais, je sais pourquoi ça ne marche pas parce que j'ai oublié de dire que moi, pendant que je faisais ça, je faisais cette action aussi en même temps. » D'où l'intérêt de partager, et si on ne l'a effectivement. pas, c'est pas écrit dans le process, c'est pas plugué dans un agent IA ni rien. Puis à un moment donné, ça dysfonctionne. Et donc le travail réel, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient corriger à un moment donné dans la réalité du terrain ce qui ne fonctionne pas, qui en temps normal fonctionne de manière très smooth en fait. Il faudrait qu'on reparle du rôle des RH, évidemment, où on concilie l'humain, les people, le business. Donc, tu défends une vision, on l'a vu, hein, de la fonction RH en amont, en fait, hein, et non pas... c'est de l'avant-vente presque, hein, et non pas de l'après-vente. Ça n'est pas un rôle d'accompagnement, pas que ça. Non, et surtout pas. Et je sais que je dérange beaucoup quand je dis ça, quand on me dit oui, c'est super, tu vas être une vraie business partner. Bah non, en fait, j'ai pas envie d'être une business partner. Ça vous rappelle Monsieur Legrand hier il a dit la même chose, je ne sais pas. J'ai pas envie d'être un business partner. Alors lui, je sais qu'il aime pas ressources humaines parce qu'il dit qu'on n'est pas des ressources, mais des relations. Il dit des relations humaines. La relation humaine, je l'avais déjà entendu sur le sujet. En fait, moi, je pense qu'il faut absolument avoir le pas d'avance. Et quand on est partenaire, c'est un peu trop tard. C'est-à-dire qu'on est partenaire dans l'échec, dans l'avancée, qu'on n'ose pas challenger. Encore une fois, c'est pas facile. Et je mesure que ça dépend, encore une fois, du terreau de l'entreprise, que ça dépend aussi de la culture d'entreprise. Donc, il faut aussi avoir le courage d'être là où on peut contribuer, où on peut apporter. Moi, c'est vrai que je suis restée 20 ans dans une entreprise. Je reste ambassadrice de toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Mais à un moment donné, j'ai aussi appris à un moment donné dans ma carrière de quitter un système qui n'était pas prêt à ce que je pouvais apporter profondément pour améliorer et faire en sorte, parce que notre volonté en tant qu'RH, c'est que ça marche, c'est qu'on soit dans le succès et que l'impact, il soit business et people, l'un et l'autre et pas l'un sans l'autre. Donc ça veut dire qu'on bosse avec le business. On bosse avec le business et partenaire pour moi, voilà, je reviens encore dessus, pour moi c'est booster, on est en amont, on co-décide, on co-design, on laisse la main, bien entendu. Et puis, on questionne et on revient sur le sujet et on réembarque. Et ce qui va être clé aussi, c'est comment j'explique le pourquoi et comment je vais embarquer et pourquoi je mène cette stratégie. Et pareil, une erreur à ne pas commettre que j'ai fait dans mes tout débuts, c'est d'écrire sa stratégie RH sans avoir vu, parce qu'il y a quand même du basique, c'est vrai, hein. En RH, c'est les conditions de travail, le well-being, les compétences, les processus, l'IA. On peut dessiner son PowerPoint avec notre copilote IA ou autre, et on peut perdre de vue les essentiels. Or, si on prend la feuille business et on tire la ficelle et on se dit concrètement, ça veut dire quoi en termes de compétences, ça veut dire quoi en termes d'engagement et quels sont les leviers que je vais pouvoir permettre et pas faire, ça peut marcher un petit peu plus. Et puis, une dernière chose, c'est que c'est engageant parce que, oui, c'est clair. Pour moi, aujourd'hui, les transformations elles ne sont pas que RH. C'est un leadership d'entreprise. Et on dit oui, il faut un binôme avec le CEO. Oui et non. En fait, il faut être avec ses pairs dans le COMEX, avec la ligne managériale, aller écouter aussi le terrain pour embarquer. C'est comme ça que ça fonctionne un peu mieux, on va dire. Alors, ça fonctionne même plus que mieux parce qu'on va voir les chiffres d'engagement qui sont remarquables quand tu étais chez Sodexo. L'engagement, embarquer les collaborateurs, les collaboratrices, c'est vrai que ce sont des sujets que vous vivez vous au quotidien. Souvent, on a du mal à comprendre la stratégie. On se dit, mais pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je viens dans l'entreprise? Qu'est-ce que je vais faire? Quel est mon rôle et quel est mon apport? Quelle est ma valeur ajoutée? Toi, tu as toujours eu à cœur d'expliquer pour rendre explicite en fait les enjeux. Hein. Oui, et aussi je m'entoure d'une équipe formidable généralement, qui aussi me challenge si des fois j'oublie des étapes, parce qu'il y a des moments, tu as bien vu mon engagement et mon enthousiasme qui me caractérisent. Alors des fois, comme tout le monde, je peux oublier des étapes, je peux penser que c'est évident pour tout le monde, et donc c'est aussi penser avoir la bonne équipe avec soi pour faire les choses ensemble. Et c'est vrai et pour se les dire. Ouais. Et c'est vrai que j'essaie de prendre toujours des personnes différentes de moi pour me challenger, pour faire un peu du ping-pong, comme je dis souvent. Donc voilà, j'ai utilisé le jeu, mais encore une fois, les succès que j'ai pu connaître et les difficultés ou les échecs, c'était avec une équipe. Et donc ce qu'on essayait de faire et ce que j'espère construire avec mes équipes actuelles, c'est d'essaimer. Et moi, je disais toujours à mes équipes,
en fait, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez porter le message. C'est-à-dire que moi, quand quelqu'un dit ce que j'ai pu dire ou fait, je me dis j'ai réussi. C'est-à-dire que je ne peux pas être la seule à porter quelque chose, parce que ça veut dire que si je pars, ça s'effondre. Et je trouve que je trouve que c'est dommage. On n'a qu'une envie, c'est que ça perdure. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Et donc, pour que ça marche, oui, c'est d'expliquer, c'est le storytelling, c'est répéter. La répétition fixe la notion. C'est embarquer, c'est laisser des leaders prendre la place, inviter nos équipes à prendre la parole, à aller voir le terrain. Et pour moi, c'est ce qui fait que ça peut marcher. Et c'est vrai qu'avec une certaine fierté, chez Sodexo, on a fait de belles choses. Donc, alors, tu as fait des belles choses. Parle-nous de ce programme d'engagement où il y a du well-being, où il y a des chiffres qui sont remarquables, hein. Ça a été un plan, une structure à 3-4 ans. Et c'est vrai que maintenant, le programme, il a été déployé dans le monde, dans le monde entier, au sein de Sodexo. Et bon, je n'étais pas trop là pour parler de Sodexo, mais comme vous voyez, je suis une ambassadrice de toutes les entreprises pour lesquelles j'ai pu contribuer. Eh bien, en fait, donne-nous des chiffres, parce qu'il y a des chiffres qui parlent en termes d'absentéisme et d'engagement. Ouais. Après, tu nous racontes comment tu as fait. Oui. Alors, l'absentéisme, oui, on a clairement baissé l'absentéisme de 6%, baissé le turnover de 8%. Je vous rappelle que chez Sodexo, on est quand même dans les métiers de service, avec les problématiques que vous savez sur l'engagement des collaborateurs. Ouais. Hein. Et puis, le taux d'engagement qui a pris 11 points. Et c'est vrai qu'en France, vous savez que ce n'est pas forcément simple. Alors, j'avais le scope France et Europe, mais on sait à quel point c'est compliqué d'engager et d'embarquer, parce que même quand ça va, ils disent que ça ne va pas. Enfin, c'est un peu comme ça, mais bon, on le sait. Hein, je me plains donc j'existe. Oui, voilà. Et donc, c'est vrai que pour nous, pour les équipes RH, mais managériales, parce que c'était une transformation culturelle globale. Et tout le monde a été embarqué dans la ligne managériale au plus haut niveau, même si, lorsqu'on a lancé le programme, eh bien, on l'a lancé par les équipes opérationnelles. Et c'est après que le COMEX a suivi ce programme donc, de leadership empathique et collectif, qui est un programme où on a mis au centre la performance, mais quand on dit la performance, c'est finalement tout ce qu'il y a autour des conditions de considération. Et je pense qu'on va y venir après. C'est, en fait, le besoin humain, il ne change pas. Tout le monde a envie de quoi ? D'avoir du sens dans les choses, de savoir pourquoi je vais faire telle chose, d'être considéré, d'être regardé le matin et que mon manager me dise bonjour, même s'il ne me demande pas comment je vais, mais rien que le fait de me regarder dans les yeux, savoir que je suis là aujourd'hui, je pense que c'est essentiel. Et oui, et surtout dans les métiers de service. Donc, oui, ce programme, avec les équipes, c'est là où ça a été super, ça a embarqué tout le monde. Même les équipes ventes, quand elles allaient pour un appel d'offres, elles étaient dans la qualité d'écoute, l'empathie du client, la co-construction, les éléments de feedback. On a mis en place une culture du feedback. Donc, le programme, c'est pas un empilement de choses, c'est une cohérence de dispositifs que l'on met en place à tous les niveaux de l'entreprise pour créer le mouvement. Parce que pour moi, les transformations, ce n'est pas des actions précises, c'est comment ça vient de là. Oui, c'est ça. Et le sens que je donne là. Et là, on embarque une équipe. Et c'est ça qui a été fabuleux dans cette aventure et qui continue. D'ailleurs, j'ai une personne qui est là de Sodexo et qui pourra en témoigner si vous voulez aller voir plus d'éléments après, qui est le DRH du siège. Il est là et on le salue. Il est là. Il y a quelque chose d'important que tu dis, Majda. Regardez, parler aux gens, ça fait partie des leviers. Gentillesse aussi, enfin voilà, oui, alors, ça paraît des basiques surannés, mais ce que j'appelle aussi l'empathie, c'est-à-dire qu'on croit que voilà, on est dans une entreprise, on peut pas porter attention. Mais en fait, ça va être le levier premier de performance. Quand je me sens exister, considéré, ouais. Je donne le meilleur de moi-même. Et ça, vous pouvez trouver plein d'études empiriques sur le sujet, c'est une réalité. Et quand on oublie cette donnée, il suffit de regarder les résultats de motivation. Voilà, donc moi, vraiment, je le crois profondément pour l'avoir expérimenté, puisque tu l'as évoqué, j'ai été directrice d'un call center. Les call centers, c'est des environnements très, très, très complexes. Vous prenez du téléphone, vous prenez de la pression, vous prenez des insultes. Je peux vous dire que le fait de faire le tour du plateau, de parler aux personnes, je disais souvent aux managers, demande à la personne comment ça s'est passé chez elle, parce que ce qui peut avoir un événement personnel peut impacter la manière dont la personne va prendre l'appel, la manière dont la personne va interagir avec un client. Si j'ai pu absorber en lui disant juste « Comment vas-tu ? Est-ce que ça va ?» ça va lui donner un élan, en fait.
Il y a aussi, on n'a pas trop le temps de le développer parce que je voudrais vous laisser la place pour les questions, les carrières inclusives que tu as développées, les cultures aussi. Je voudrais qu'on parle de l'intelligence artificielle, le digital, les technologies, puisqu'ici, Chère Technologies, c'est ce bon équilibre entre l'humain augmenté, comme disait Jean-Claude hier, et puis ces technologies et l'IA. Alors beaucoup de fantasmes, beaucoup de peur aussi, beaucoup d'opportunités. Ton avis sur l'impact que ça peut avoir sur le travail, puis après on passera la parole à nos amis. L'IA, les nouvelles technologies, pour moi, sont des formidables avancées, très clairement. Pour moi, il ne faut pas en avoir peur, mais il ne faut pas non plus fantasmer sur le sujet, très clairement. Je pense qu'on l'utilise et puis on a utilisé l'IA depuis très très longtemps. On a juste oublié des choses très simples. Ça fait rire souvent quand je parle de la calculatrice, mais à l'époque, c'était une avancée considérable. Jean-Claude parlait du bebop hier. Ah, d'accord. Charles-Henri, le fameux bebop. Donc voilà, ça fait un peu la chacun préhistoire. son référence, mais voilà. Ouais. Et pour moi, en fait, toutes ces avancées technologiques, elles ont eu un effet révélateur. Un effet révélateur, pourquoi ? Parce qu'elle a accentué certaines fragilités qu'on n'avait pas vues. Et ce n'est pas l'IA ou les nouvelles technologies qui l'ont mis en place ou qui l'ont révélé. C'est un accélérateur. Voilà. Et donc, c'est comment on porte attention, parce que finalement, on a déplacé l'effet cognitif. Et donc, pour moi, je dirais que l'IA est une opportunité, mais elle doit porter une exigence pour nous en tant que leader, pour que l'humain reste au centre, que la responsabilité, le discernement et le jugement soient toujours possibles et qu'il reste à la main. Mais clairement, prendre des décisions. Et pour moi, et je me rappelle quand on avait échangé sur ces sujets lors d'un autre événement sur la technologie, c'est vraiment de se dire comment c'est toujours l'humain qui garde le dernier mot. Sur les avancées. Et moi, j'invite, et effectivement, j'ai écrit un article, donc si vous l'invitez, sur le sujet du work design, mais aussi de l'impact de l'IA sur l'environnement de travail, sur mon blog, donc majdavincent.com. Je fais une petite publicité. Tu as raison. Je suis dans mes débuts, mais en tout cas, j'ai envie de partager ce que je découvre et ce que je ressens. Encore une fois, c'est d'éprouver. C'est vraiment les leaders RH. On avait Jean-Claude hier qui, lui aussi, il est actif, il fait rayonner la fonction, il raconte, il partage. Et vraiment, tu es en phase avec ça. En fait, c'est essentiel. Et je pense que si on veut que la fonction RH, elle sorte de l'image que l'on a pu avoir jusque-là, encore des gestionnaires, le SAV, où ils font des dispositifs de formation, c'est terminé. En fait, on est là pour animer, pour avoir ce pas d'avance. Et oui, c'est ce que j'essaie de transmettre. Et encore une fois, l'IA est une vraie avancée. Et pour autant, efforçons-nous vraiment à regarder l'humain. Parce que la nature humaine, elle ne change pas. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend de la considération, on attend de sens et de nous embarquer. Et je peux vous dire que toutes les transformations, on va pouvoir les faire avec les personnes. Parce que l'IA va augmenter, l'IA va accélérer. Mais si il y a un dysfonctionnement informel, il ne pourra être corrigé que par l'humain. D'ailleurs, on voit bien que souvent, on met des hommes et des femmes à des moments précis, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore possibles. Si je te suis bien, vigilance quand même, parce que ça peut révéler des fragilités ou même j'allais dire les accélérer. Oui, parce que si on ne regarde pas ça, en fait, ça va pas permettre cette transformation durable. Parce qu'on peut faire un changement, une efficacité, encore une fois, elle va être très courte. Or, si on positionne cette notion de jugement, d'efficacité et de responsabilité, alors cette transformation, elle va être pérenne et elle va permettre profondément de structurer ces changements-là. Oui, de garder l'engagement, parce que réellement, on a bien vu des entreprises qui dysfonctionnent ou les turnovers, c'est parce qu'il y a un désengagement. Quand l'humain, on lui demande juste d'appuyer sur un bouton et de ne pas réfléchir, et c'est pour ça que la réflexion, elle est au cœur. Ce que je disais tout à l'heure, l'IA va venir déplacer l'effort cognitif, mais il reste là. Et donc, s'il n'est plus là, nos équipes, elles vont ralentir, elles vont laisser faire. Et là, il va y avoir clairement une dégradation de la performance d'une équipe et finalement d'une entreprise. Parce que ce qui ne change pas, c'est la nature humaine, en fait. Ce qui ne change pas, c'est la nature humaine. Vraiment, et ça, c'est empirique, et on peut étudier toute la partie sociologique, empirique, anthropologique de l'histoire. C'est que on reste toujours sur ce besoin d'être ensemble. D'ailleurs, rappelez-vous, post-Covid, les gens y revenaient pourquoi ?
pour aller manger la machine à café, le plateau repas excellent, voilà, ce qu'il y a au menu. Mais c'est ça qui nous rassemble. Et puis, c'est à ce moment-là, dans l'informel, que l'on va parler du truc qui marche pas, de ce que j'avais fait hier, de ce qui va venir demain. Et on va enlever les petits cailloux, là. Et on enlève les cailloux aussi. Voilà. Et ça, Liane ne pourra pas le faire, en tout cas pas pour l'instant. Majda Vincent, notre invité, la DRH du groupe Adecco. Avant de vous laisser la parole à vous, les amis, dans la salle, Majda, quel message tu as envie de faire passer? On a vu, hein, on n'est pas dans le SAV, c'est pas attendre qu'on nous sollicite, tu en parles beaucoup dans ton podcast hors cadre RH, à l'écoute de toutes les voix, hein, d'ailleurs. Oui, en fait, par rapport à tout ce que l'on vit, je pense, et désolé si je me répète, mais ne pas attendre qu'on nous sollicite, c'est avoir ce pas d'avance, c'est oser, c'est prendre sa place, c'est être là où on ne nous attend pas. C'est de co-construire, de co-designer. Vraiment, pour moi, le design en amont va être essentiel parce que c'est un élément clé et essentiel d'une transformation. Les process, les outils sont importants, mais sans l'humain, sans le discernement, sans le sens, sans la responsabilité, sans le jugement, ça capote. Et c'est là où je nous invite, et je m'inclus, parce que moi je suis au début de l'histoire, donc on pourra en reparler l'année prochaine si tu m'invites. Avec plaisir, ouais. Pour voir, parce que voilà, ça va dépendre aussi du terreau, s'il va prendre, mais de ce que je perçois, oui. Voilà, j'ai hâte d'être, je suis pas pressée, mais hâte de pouvoir me dire, ce que je pense, ce que je ressens et ce que j'ai pu voir va vraiment marcher. Moi, pour l'instant, j'écoute, mais je commence à leur dire... T'as pensé à ça? Est-ce que ça, tu l'as imaginé? Est-ce que tu as impliqué les équipes? Est-ce que la personne qui fait ça, elle a été impliquée? Donc, c'est vraiment d'être le poil à gratter du business. Et vous savez, les opérationnels sur le terrain, ils n'attendent que ça parce que quelquefois, ils ont vraiment, comme on dit, la tête dans le guidon et ils ne pensent pas. Et donc, on doit planter ces graines-là. On doit leur permettre à eux d'avoir ce pas d'avance. Et s'ils s'approprient le succès, c'est tant mieux parce que c'est notre succès. Et d'ailleurs, ça me permet de dire comment les RH aussi permettent et proposent de rappeler les repères du changement. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas le changement lui-même qui gêne, c'est le manque de repères d'étapes. Et puis à un moment donné, de célébrer, de se dire qu'est-ce qu'on a fait ensemble, comment on peut célébrer autour d'un verre, célébrer les Anglo-Saxons savent bien faire ça. Hein. Nous, oui, un peu moins, mais les Français, on y arrive quand même. Encore une fois, voilà, ça dépend de l'esprit, mais voilà, moi j'ai envie de dire que la fonction RH, elle doit booster, elle doit être là où on ne l'attend pas, et elle doit surtout pas être dans le SAV. On peut applaudir Majda Vincent. Merci infiniment, Majda, tu restes avec nous. Merci pour ce partage et cette franchise sans filtre par rapport à tes convictions, par rapport à ce qui t'anime. Je vais vous laisser la parole, mais on va avoir Yannick Noah tout à l'heure. Et j'ai posé la même question à Jean-Claude. Est-ce que tu auras envie de poser une question à Jean-Claude et si oui, laquelle? Et oui, et je l'ai préparé parce que tu m'as dit que j'avais une question pour Yannick et malheureusement je ne pourrais pas être là. Yannick Noah, je ne le connais pas, donc je vais dire son prénom, monsieur Yannick Noah. Malheureusement, je ne pourrais pas être là, donc j'ai préparé une question pour Yannick Noah. Ouais. Voilà, le parcours de Yannick Noah, on voit bien, il est fait de plusieurs vies. Et moi, ça m'anime parce que les trajectoires, vous savez que c'est ce qui me stimule. Ouais. Donc, il a été sportif de haut niveau, artiste, entrepreneur. Il est coach aujourd'hui de sportifs. Et avec le recul, qu'est-ce qui, selon Yannick Noah, ne change jamais? Quand on change radicalement de trajectoire, parce que là, il s'agit de changement de trajectoire qu'il a eu. Donc, qu'est-ce qui doit, au contraire, accepter de se transformer? Donc, qu'est-ce qui n'a pas changé et qu'est-ce qu'il doit accepter obligatoirement, devoir se transformer et accepter d'être transformé? Eh bien, voilà, c'est ma question pour lui. Le messager de ta question. Qui a envie d'en poser des questions? Charles-Henri, tu as envie de poser une question à Majda? Alors, attends, je vais te donner le micro. Charles-Henri, qui, comme Monsieur Rétif, est un fidèle. Je connais Majda depuis à peu près une vingtaine d'années. Si tu avais 3 conseils à donner à l'assistance pour devenir vraiment, comme tu le dis, un DRH booster, booster, qu'est-ce qu'il faudrait faire, vraiment, concrètement? Je dirais avoir confiance en son ressenti, ce qu'on dit le stomach feeling. Moi, je pense qu'on a pas mal de ressources en nous. Et ça, c'est ce que j'ai appris avec le temps. Donc, je dis encore ça avec beaucoup d'humilité, c'est que j'ai appris à me faire confiance et je le dis souvent à mes filles, je suis maman de 3 filles. Ayez confiance, vous avez le droit de douter, c'est sûr. Et douter, il faut douter. Mais ayez confiance à votre instinct. Il y a ce que le cerveau dit et il y a le vrai complément qui est même le premier, qui sont les tripes. Donc, ayez confiance. Osez et challengez, surtout soyez vous-même. Qui veut poser une question à
à Majda qui a envie de réagir. Merci de vous présenter. Bonjour. Laurent Zermati, ravi Bonjour. Majda de t'écouter ce matin, très très inspirant. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le programme d'engagement que tu as mené chez Sodexo? Concrètement, comment tu as organisé ça? Je crois qu'il y avait 2 ou 3 jours que tu faisais avec les équipes managériales, notamment dans toute la France. Comment tu as conçu ça et comment tu as embarqué le collectif pour y rentrer et pour leur montrer que ça allait avoir de la valeur opérationnelle? Parce que c'est du temps aussi pour eux. Alors, on a combien de temps? Parce que c'est quand même un voyage qui a duré 3-4 ans, mais je vais essayer d'être précise et pas de parler trop vite. En fait, c'est un programme qui est parti de on a besoin de remobiliser la ligne managériale et vraiment leur permettre de revenir au centre. Parce que c'était post-Covid et rappelez-vous, le manager, c'était lui qui remettait au travail et c'était l'agent de, vous savez, les modalités sanitaires. C'était les gendarmes, en fait, de l'organisation du travail. Et on a oublié finalement leur rôle de considération, de sens. Et donc le point de départ était celui-ci. C'est un mandat qu'on m'avait donné et c'est pas moi qui me suis dit tiens, il y a un programme. En revanche, c'est vrai que dans le passé, j'ai déjà mené des transformations d'ordre culturel. Mais là, ce programme, on a décidé, alors oui, on a eu une consultante externe qui nous a aidé à construire cet apport-là qui doit structurer le programme. Mais ce qui a fait le succès, c'est qu'on a embarqué 30 puis 40 facilitateurs internes. Et 80% des facilitateurs étaient des opérationnels, 20% étaient des RH. Donc vous voyez que ça n'a pas été porté par la fonction RH, elle a été impulsée par moi-même et mes équipes, et mes équipes se sont appropriées. Donc la première année, honnêtement, j'ai fait que voyager. J'ai été partout, et effectivement, j'animais moi-même les sessions avec les équipes. Avec ton bâton de pèlerin, hein, c'est ouais. ça? Et j'embarquais, et je transmettais, et puis du coup, c'est comme ça que des opérationnels ont dit, moi aussi, je veux être facilitateur, donc on les a formés. Et supervisé, parce qu'on ne s'improvise pas facilitateur. Et ensuite, la deuxième année, on a vu rapidement que ça ne pouvait pas être que les N-2 des COMEX, mais plus bas dans la ligne managériale, c'est-à-dire les premiers niveaux de management, les responsables de site, les cuisinants, puisque c'était eux qui étaient chefs, ce sont eux qui sont chefs d'orchestre finalement des sites. Donc en fait, tu as infusé, et donc on a déployé, et capillarité, plus de 5000 personnes ont suivi le programme, c'est énorme. Ça a été un investissement majeur que l'entreprise a permis. Mais pourquoi ça a été un succès? C'est-à-dire que les opérationnels se sont appropriés, ont utilisé les méthodologies du feedback, de l'écoute, de l'empathie, même dans les processus de vente, dans la relation avec leurs pairs. Et puis derrière, les équipes, par exemple, mes équipes santé au travail, elles ont mis en place ce qu'on appelait des attentionnés. Donc des personnes partout dans la France sur les sites qui écoutent ces fameux signaux faibles de détresse parce que tout le monde est concerné par le stress, le burn-out. Enfin, je veux dire, faut lever le tabou. Donc, on a aussi levé ce tabou de se dire, vous pouvez être en fragilité, vous, manager, vous pouvez observer de la fragilité, mais comment on vous équipe? Et donc, on a mis en place des personnes, relais, qui captaient ces signaux et qui mettaient entre les mains de professionnels, parce que nous ne sommes pas des psychologues, bien que la fonction RH, elle est coach, elle est psychologue, elle est... Eh bien, ça a permis de mettre des dispositifs. Donc, c'est une forme d'essaimage où on a embarqué tout le monde. Et ce n'était pas le sujet de Majda Vincent, la DRH. Absolument pas. C'était le sujet d'un collectif. Et moi, ma plus grande fierté, c'est quand des managers en parlaient et des clients venaient nous voir en disant on peut envoyer nos managers venir à des sessions. Je leur disais bienvenue, mais en fait, ça doit être propre à la culture d'entreprise. C'est-à-dire que le point de départ, c'est qui nous sommes, ce que l'on veut faire et comment on fait le chemin. Donc oui, on a pu inviter des clients, ça a été perfectible, mais c'est vrai que ça a été un vrai succès parce que le sens a été donné et que les managers sont revenus au centre des enjeux finalement de la transformation. Et la performance, elle ne vient qu'après. On crée les conditions pour, en fait. J'ai noté des personnes qui étaient chargées, qui étaient attentionnées. Oui, ce sont des attentionnés. Ça, c'est génial. Ouais. L'attention à l'autre. Majda Vincent. Merci beaucoup, Majda, d'avoir été avec nous. Majda Vincent, la directrice monde des ressources humaines du groupe Adecco. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Frédéric. C'était un plaisir.